nous sommes donc en lien avec certains partenaires qui nous ont aidés à organiser ce débat. Donc je vais commencer par vous présenter Chinja SBL. Chinja SBL, c'est une association qui est active à Bruxelles principalement et aussi un peu en Wallonie. C'est une association qui lutte contre le racisme, la discrimination et qui promeut surtout la culture africaine auprès de la diaspora et surtout auprès de la jeunesse. Ils travaillent sur trois axes différents qui sont l'axe social, culturel et de la jeunesse, comme je viens de le dire. Le représentant pour le premier panel sera Dadi. Ouais. Merci. Ensuite, nous avons le CADTL, donc qui est le comité d'annulation des dettes illégitimes dans le monde. Donc, qui lutte contre les dettes illégitimes en Afrique et aussi en Italie et en Grèce notamment. Et le représentant sera donc Robert. Ouais, Robert. Oui, tu peux déjà prendre place. Ensuite, nous avons donc Banco, qui est donc une association qui est aussi implantée principalement à Bruxelles et en Wallonie, et qui, elle, promue donc la lutte antiraciste et qui fait de l'aide aux jeunes. Et oui, donc, ensuite, nous aurons Anne. Et ensuite, je vais vous présenter donc Juliana Lumumba. Donc, Juliana Lumumba est la fille de Patrice Lumumba. Je vais raconter un peu son parcours. Donc, elle a été donc exilée quelques mois avant l'assassinat de son père vers l'Égypte, à l'âge de 6-7 ans. Elle a donc pu étudier jusqu'en secondaire au Caire, et elle a fait ses études de sciences politiques à Paris. Et elle est retournée au Congo en tant que journaliste. Et donc, juste après qu'il y a eu le coup d'État, juste après que Kabila le père, puisse prendre le pouvoir et qu'il ait pu donc destituer Mobutu du pouvoir, Kabila a pu appeler donc Juliana Lumumba en tant que ministre de la Culture jusqu'en 2003. Et où elle a pu être ministre de la Culture et de l'Enfant. Et ensuite, elle a été présidente de l'Union africaine des chambres des commerces. Et actuellement, Juliana Lumumba est ambassadrice pour le Congo. Donc, voilà, vous pouvez prendre place. Alors maintenant, je vais vous présenter donc les deux panels. Le premier panel va donc parler de la problématique au propos de la décolonisation et des problèmes de la restitution des œuvres d'art vers le Congo. Et donc, au second panel, nous allons plus aborder aussi la question de la lutte antiraciste et de la lutte contre les discriminations. Et je n'ai pas oublié, bien entendu, parce que le débat est organisé par Intal. Donc je vous présente Christian Okangé, qui est membre d'Intal Congo et qui en est président, et qui lui va un peu parler de l'accès plutôt de la décolonisation principalement, et aussi des luttes antiracistes actuellement. J'oublie personne, je pense. Ah si, c'est bon. Pour le deuxième panel aussi, nous aurons donc Jean-Pierre Grillet. Jean-Pierre Grillet qui est cinéaste et qui a réalisé le film Caoutchouc Rouge et Rouge Coltan. Et je vais le laisser tout à l'heure
présenter son film, qui sera diffusé normalement demain. Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir, merci d'être venu. Je me nomme, je suis Simon, je suis étudiant à la VUB, je fais les Sciences Po. Et là, on va commencer le débat et on va commencer au fait comme ça nos questionnaires. Et où j'ai une question au fait pour Christian, au fait qui consiste au fait qu'on appelle ça à la question des protagonistes, au fait qu'on appelle ça le renommé Léopold II, au fait qu'on appelle ça surtout quand il était qu'on appelle ça roi de Belge. Certains d'entre nous, on se demande effectivement que demeure au fait qu'on appelle ça, que demeure au fait les statues de Léopold II, s'il consiste au fait à rester encore dans des plaques et ainsi de suite, ou ici doit être enlevé, ou si on doit conceptualiser les plaques. Donc, à ton avis, qu'en penses-tu au fait? Merci. Merci beaucoup pour la question et merci pour tout le monde d'être aussi nombreux pour cette rencontre. Alors sur cette question, je pense que la première question en fait, qu'on doit se poser, c'est dans quel contexte on a érigé ces plaques, dans quel contexte on a érigé ces statues. C'est dans un contexte où, dans la propagande coloniale, ça faisait partie un peu de cet ensemble de choses qui étaient censées rendre hommage à l'histoire coloniale belge et rendre hommage au projet colonial de Léopold II. Et aujourd'hui, tout le débat qui a lieu maintenant, c'est de savoir quelle nouvelle narrative, quelle nouvelle histoire la Belgique veut raconter sur elle-même. Est-ce que quand on voit les rues, quand on voit les places, l'histoire qu'on raconte, c'est celle d'une glorieuse histoire coloniale qui est perçue comme étant un bienfait pour l'humanité, ce qui n'était pas du tout le cas évidemment. Et aujourd'hui, c'est de savoir quelle nouvelle manière d'habiter ce pays quand certains citoyens, dont les histoires personnelles et familiales renvoient à la domination coloniale parce qu'originaires d'Afrique, mais aussi d'autres citoyens en Belgique qui refusent en fait qu'on parle en leur nom en racontant une histoire d'une Belgique coloniale. Donc dans ce cadre-là, personnellement et en tant qu'Intal, on pense qu'il faut absolument qu'il y ait un vrai débat public sur qu'est-ce qu'on fait de ces places. Après, on peut discuter de savoir, d'un point de vue pédagogique, comment est-ce qu'on transmet l'histoire coloniale aux plus jeunes, en enlevant les statues peut-être, en les mettant dans un musée où on raconte l'histoire de ces statues-là, mais les laisser en tant que telles, ça reste des statues qui rendent hommage. Du coup, je suis un peu dubitatif sur cet aspect de laisser ces statues et juste mettre une plaque. Parce qu'avoir une statue avec Léopold II sur un cheval, qui est quand même quelque chose d'assez grandiose, c'est toujours un hommage qu'on lui rend dans ce cadre-là. Donc je pense qu'il faudrait les enlever. Après, je sais qu'il y a d'autres qui défendent l'idée qu'il y a un folklore, une tradition à maintenir, mais je pense que les folklores, les traditions changent avec le temps, avec les époques. Et aujourd'hui, on vit une autre époque où tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est culture n'est pas censé être maintenu. La question c'est est-ce que c'est une culture, c'est une tradition, c'est un patrimoine qui fait que tout le monde se sente appartenir au pays. Est-ce que l'histoire qui est racontée c'est une histoire positive où tous les citoyens se sentent dedans, où la Belgique se sent fière d'elle-même? Il me semble qu'avec ce cadre-là c'est pas le cas. Et aussi pour les rues d'ailleurs, on pourrait même envisager que dans les rues on raconte une autre histoire, on raconte l'histoire des résistants et des résistantes à la colonisation, qu'on raconte l'histoire des Belges qui étaient solidaires du peuple congolais dans sa lutte pour l'indépendance. Donc on pourrait très bien enlever l'histoire les rues avec ces dignitaires coloniaux. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci. Merci. Et voilà, ma deuxième question va à Madame Juliana Lumumba, en tant que fille de Patrice Lumumba. Et je rappelle encore, vous avez été ministre de la Culture au Congo. Et donc, ma question est ainsi, que représente pour vous une place Lumumba et d'autres futures places et rues à la gloire des héros anti-coloniaux et antiracistes dans les luttes de la colonisation? Que représentent ces rues pour vous? Pour la rue et la place en Belgique, en ce qui me concerne, ça a un écho particulier. Parce que Patrice Lumumba a plus de 30 rues dans le monde entier, c'est-à-dire ça va de l'Égypte à la France, à l'Allemagne, à la Pologne, à énormément de pays. Mais quand on voit qu'enfin en Belgique il y a une place Lumumba, je trouve que c'est important.
C'est important parce que ça fait partie de notre histoire commune. Ça fait partie de l'histoire du Congo et de l'histoire de la Belgique. Cela fait partie aussi de la reconnaissance d'un fait qui a existé dans notre histoire commune. Et évidemment, en tant que Safi, je ne peux que être fier qu'il y ait une place et surtout d'être fier que les jeunes qui ont lutté pour qu'il y ait cette place, qu'il y ait une continuité dans notre histoire et qu'il y ait une continuité dans ce qu'il a voulu faire et qu'il n'a pas pu faire. C'est à ce niveau-là que pour moi c'est important. Parce que pour voir au bout de presque 60 ans, qu'il y ait des jeunes, qu'il y ait des Congolais, qu'il y ait des Belges, qui ont accepté et qui ont finalement reconnu cette histoire commune. Qu'on le veuille ou pas, notre histoire est commune, elle ne va pas changer. On ne peut pas la changer, mais on peut l'assumer. Et on peut l'assumer ensemble, et en assumant notre histoire de part et d'autre, on pourra se parler en adulte et aller vers l'avenir. C'est dans ce sens-là que je prends cette place et dont je suis fière en tant que Congolaise. Et je crois que beaucoup de Belges aussi sont fiers. Et moi, je suis surtout fier de mes jeunes frères qui vivent ici en Belgique et qui n'ont pas oublié et que c'est la continuité. Et pour nous qui vivons au Congo, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est très important qu'on sache que cette continuité-là existe et c'est pas parce que vous vivez ailleurs que vous avez oublié. Parce que quand on vit au Congo, on a l'impression qu'on a oublié aussi. Voilà. Oui, alors j'aurais une question à poser donc, à Dadi. On a vu ces derniers temps qu'il y avait, on va dire, une lutte entre ceux qui sont donc, en faveur du maintien du folklore tel que l'Adukasdat, qui a fait quand même polémique, comme l'a souligné tantôt Christian, mais aussi, bon, par exemple, les nègres, donc la sortie des nègres à l'Essine et des choses comme ça. Il y a ceux qui disent que ça fait partie du folklore, donc il n'y a rien à changer. Il y a ceux qui disent que c'est raciste, donc c'est pas bien. C'est quand même assez dénigrant. Donc on voit qu'il y a quand même un débat qui est en train de plus en plus de germer à propos de cela. Alors je voulais savoir un peu quelle était votre position par rapport à ce sujet. Merci pour la question. Bien évidemment, ça fait appel à l'image. Ça concerne la décolonisation, ce qui nous occupe maintenant. Décoloniser, ça commence dans les esprits. Et ça doit absolument passer par l'image. Ici, l'image, il faut plutôt voir le regard. Quel regard nous autres, nous avons de nous-mêmes? Quel regard nous avons des autres? Et bien entendu, l'altérité et les autres, comment est-ce qu'ils nous voient? Et comment est-ce que eux, ils sont vus par nous? Mais pendant longtemps, l'image des Africains, quand on fait apparaître les nègres dans les folklores, quand le noir est présenté ici dans les espaces publics, c'est jamais une image qui vient de nous, c'est les autres qui nous collent cette image. Donc, nous n'avons pas la possibilité de nous définir nous-mêmes. Et bien ça, pour nous, la décolonisation commence par là. On doit d'abord, nous, se réapproprier notre image, on doit se réapproprier notre langage, parce que le langage aussi est instrument de domination. Quand l'autre te dit que tu es comme ça, on veut t'assigner une place, on veut t'assigner un rôle, un lieu. Tu ne peux rester que là et nulle part ailleurs. Donc, sur la question des nègres, sur la question du folklore, ça touche aussi à la restitution d'œuvres, comme l'ami a parlé ici, par rapport aux œuvres qui sont, est-ce que ce sont des hommages ou ce sont des signes de domination? Nous devons d'abord, nous, commencer par décoloniser nos esprits
prendre conscience que nous devons récupérer les productions de sens, nous-mêmes donner des sens et des significations à notre démarche. Avant que ça rentre dans l'espace public, les rues, les monuments, avant que ça rentre dans les folklores, c'est l'espace mental que nous devons récupérer. C'est dans la tête que ça doit d'abord se passer. Et cet imaginaire, mais ça part de l'imagerie des livres d'enfants, des manuels scolaires, en passant par la télévision, en passant par l'économie. L'image, c'est la représentation. Aujourd'hui, moi, je suis ici, je représente Change, je représente les jeunes de la diaspora, je représente le belgo-congolais que je suis, je représente l'humaniste convaincu que je suis, l'afrocentriste pratiquant que je suis. Mais moi, je représente cela. Mais dans les médias, comment est-ce que nous sommes représentés? Dans les livres d'école, comment est-ce que nous sommes représentés? Dans vos esprits à vous? Parce que vous avez également hérité des images de vos grands-parents, des images véhiculées à la télé, des images dans le cinéma. Nous tous, vous et moi, nous avons ces images-là de manière latente dans nos esprits. C'est là que nous devons commencer à décoloniser. Il faudrait que quand je suis à l'aéroport, qu'on puisse aussi penser que je suis médecin. Et que d'emblée, on ne pense pas seulement que je suis musicien. Il faudrait aussi que nos enfants, quand ils regardent des dessins animés, qu'ils puissent se reconnaître dans des livres scolaires, dans les super-héros. Ça passe par tout ça. Ça passe par la décolonisation des esprits. On doit récupérer les espaces mentaux dans nos imaginaires pour nous tous, anciens colonisés et anciens enfants des colonisateurs, aller de plus en plus vers l'humain en déconstruisant. Nous devons nous déprogrammer tous. Merci David. Merci. Merci Dadi. J'ai encore une question pour toi Dadi. Je viens de la Hollande, au fait particulièrement de Maastricht. Et en Hollande, nous avons une fête, on appelle ça Zwarte Piet. Donc Zwarte Piet, elle s'est faite à chaque décembre. Et ce Zwarte Piet, un temps, il y avait une polémique là-dessus. Et il se disait donc on allait colorer le Zwarte Piet donc avec les choses pour masquer un peu comme ça la polémique. Donc je m'avais à te demander cette question en disant qu'en penses-tu? Il faut bannir Zwarte Piet ou il faut laisser Zwarte Piet avec les couleurs un peu? Qu'en penses-tu de cette question? Nous l'avons ici aussi chez nous, Zwarte Piet. Je crois que c'est le père Fouettard. Oui, nous l'avons. Alors à ta question Simon, est-ce qu'il faut bannir Zwarte Piet ou il faut le laisser? Ça, je vais donner mon avis. Hein. Non, c'est pas le laisser au fait, parce que quand il y avait cette polémique-là, ils ont commencé à mettre les Zwarte, les couleurs au fait sur la figure de Zwarte Piet. Donc il faut continuer avec cette tradition-là ou bien il faut bannir, parce qu'il y a d'autres aussi qui disent que quand on appelle ça Zwarte Piet, c'est au fait c'est une fête des enfants, donc il ne faut pas la bannir ainsi de suite. Donc à ton avis, tu penses quoi là-dessus au fait? Pour moi Simon, c'est une très bonne question, mais on en revient. Je vais te donner une première réponse en disant bannissons Zwarte Piet. On dit que c'est pas bien, c'est antidaté, c'est raciste, on l'enlève. Ok? On a enlevé le symbole physique. On a enlevé le père Fouettard. Mais quand est-ce qu'on va enlever les véritables pères Fouettard qui sont encore dans nos esprits? Parce que notre enfant, par exemple ton fils que tu vas avoir dans quelques années, il n'aura pas connu ce Zwarte fils avec son visage noir. Mais si ton fils qui est né à Maastricht, qui parle parfaitement hollandais, qui a été intégré parce que c'est le pays qui lui a donné la vie, s'il continue à rencontrer des problèmes pour avoir un logement, s'il continue à rencontrer des problèmes pour avoir un travail, si à compétence égale, il n'a pas les mêmes chances que ceux qui ont la couleur ou ont repeint la couleur de Zwarte Piet, enlever Zwarte Piet, ça ne sert à rien.
la vraie question n'est pas là. Nous devons d'abord décoloniser les esprits. L'imaginaire, c'est très important parce que ce que tu ne conçois pas, tu ne peux pas le réaliser. C'est comme ça que le langage aussi est... La langue, ça peut être aussi un instrument de domination parce que finalement, la langue, la communication, on traduit les concepts, les sciences, les idées, notre façon de voir le monde. Quelle façon de voir le monde nous allons dire? Parce que ce Zwarte Piet, il n'est que la manifestation de notre manière de percevoir l'autre, de notre manière de voir le monde. L'extérieur, le visible, nous on est des Africains, et nous tous ici autant que nous sommes, nous avons cette Afrique en nous. Les Africains, nous savons que le visible n'est pas tout. Oui. Il y a aussi l'invisible. Donc, tout ce que nous voyons, si c'est là, c'est parce qu'un jour ça a été conçu, ça a été pensé. Nos villes telles qu'elles sont, nos façons de nous habiller, de manger, notre façon de penser à l'écologie, au monde qu'on va laisser pour demain. Tout part de là. Donc nous devons éduquer, nous devons promouvoir le vivre ensemble, mais nous devons prendre conscience de cet héritage que nous avons tous. Nous les Africains, nous l'avons aussi. Cette image-là qui nous a été imposée. Cette image où on a oublié. Combien d'Africains on peut voir une innovation technologique et la première réaction c'est de se dire « Ah, l'homme blanc est un sorcier ». Ouais, effectivement. Peut-être que derrière l'innovation technologique, c'est ton frère africain qui l'a réalisé. Ouais. Mais puisque nous avons été endoctrinés pendant longtemps dans notre esprit, nous sommes bons pour la musique, nous sommes bons pour le sport, mais on n'est pas bon pour la technologie, on n'est pas bon pour la science. On arrive à avoir ce genre de réflexes. Mais ce sont des réflexes appris. Décolonisons les esprits. Après tous les Zwarte Piet et les autres partiront d'eux-mêmes. Merci, merci. Merci Dadi. Merci Dadi. Ma prochaine question, ça va... c'est sur Christin. Ça consiste au fait qu'on appelle ça un musée Tervuren. Quelques mois il a été ouvert et ça a causé des polémiques entre les pro-Léopold II et les anti-Léopold II. Et donc je m'en vais me poser cette question. Le musée de Tervuren se présente depuis la réouverture comme un musée post-colonial. À ton avis, est-il un musée post-colonial ou pas? Oui. Ah ouais, c'était pour Lise. Elle vient d'arriver, ouais, c'était mieux, ouais, effectivement, ouais. Bah, c'est un Mireille alors, la question. Oui, je ne savais pas. Bonjour à toutes et à tous. Le musée, qu'est-ce que je m'en fous de ce musée, vous savez. J'en ai trop entendu parler de ce musée, j'en ai absolument rien à faire. Ce qui m'intéresse, évidemment, c'est ce qu'il y a dedans. Pour répondre rapidement à ta question, le musée n'est pas du tout décolonisé, il est toujours, tant qu'il existe, il est colonial pour moi. Et tant qu'à la tête de ce musée, ceux qui le dirigent ne sont pas africains, le musée restera colonial. Donc pour moi, ça c'est assez clair. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est la question de la restitution. Donc après 15 ans de lutte pour avoir une place Lumumba à Bruxelles, on part, et j'espère que ça ne prendra pas 15 ans, pour avoir la restitution des biens culturels africains. Donc nous avons mené un travail dans l'association Bamko Kran, mais avec aussi Change SBL et d'autres associations, pour envers le Parlement bruxellois et le Parlement francophone bruxellois aussi. Et donc nous avons pu avoir deux textes, des propositions de résolution. C'est le cadre légal minimum pour qu'il y ait un jour de restitution. Nous sommes maintenant en train de nous battre au niveau du Sénat. Mais il y a un problème. C'est que les parlements, dans ces textes, ont décidé que nous devons mettre en place le groupe de travail pour procéder aux restitutions. Le problème, c'est qu'aucun ministre ne s'en saisit. Aucun ministre ne se sent obligé de s'en saisir pour l'implémenter.
Et la seule chose qui manque pour ça, eh bien, c'est la participation populaire. Si personne ne dit rien, ces textes vont rester lettres mortes. Or, elles sont une occasion exceptionnelle pour que nous puissions mettre en place ces restitutions. Je suppose que tout le monde a déjà entendu parler de restitution des biens culturels africains. Qui en a déjà entendu parler? Oui. Ok, qui en a pas entendu parler? À peine. Ouais, c'est déjà bien. Je posais cette question en commençant cette campagne restitution. Eh bien, aucune personne ne levait la main dans la salle. Donc ça, c'était notre premier objectif, c'est que le plus de monde possible sache de quoi on parle quand on parle de restitution. Ça rentre dans une dynamique de réparation du fait colonial, parce qu'il y a là des enjeux économiques très forts, c'est-à-dire que le musée, il y a un pognon de dingue, comme dirait l'autre, dans le musée royal de Tervuren, qui ne profite absolument pas à l'Afrique, à aucun hôpital ou à aucune école au Congo ne profite de cet argent. Et donc, les pièces qui sont là-dedans, pas toutes, mais une bonne majorité, sont des pièces qui ont été volées, acquises dans le cadre de massacres coloniaux. Lorsque nous payons pour aller voir ces œuvres, nous participons en fait au recel de biens volés. Nous participons. Alors moi, je vous invite à ne pas y aller. N'allez pas payer. Si vous devez y aller, allez-y, demandez à entrer gratuitement. Vous n'allez pas payer pour participer à aller voir des choses qui ont été volées. Ces pièces doivent être rendues sans condition, parce que l'Afrique a aujourd'hui, l'Afrique et le Congo ont aujourd'hui les infrastructures suffisantes pour les accueillir. Je ne veux pas être super longue. Il y a quelque chose à compléter, Christian? Oui, j'ai rien à ajouter du coup sur spécifiquement ce que tu as dit sur les résolutions parlementaires, sur l'enjeu effectivement d'une mobilisation pour que ça aboutisse à quelque chose. C'est vrai que si on ne se bouge pas, on n'aura aucun résultat qui va dans le bon sens. Probablement que ce sera éteint dans une commission et sous-commission, etc. Mais plus généralement sur le musée de Tervuren, je trouve qu'effectivement il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi, 60 millions d'euros dans une rénovation qui a duré 5 ans et qui a abouti finalement à quelque chose d'assez cosmétique où on a refait un bon marketing effectivement côté public vers l'extérieur, etc. Mais il y a une chose assez importante là-dedans, c'est réaliser en fait l'enjeu de ce musée pour le gouvernement belge, parce qu'on sait que le musée dépend du fédéral et il est financé pour notamment positionner la Belgique au sein de toute l'Europe comme étant un pays qui est leader dans tout ce qui est art, tout ce qui est culture africaine, parce que le musée de Tervuren, c'est le deuxième musée qui a le plus gros stock de patrimoine africain en Europe. Le premier, c'est le Quai Branly à Paris. Et il y a une position en fait de soft power que la Belgique essaie de jouer au niveau européen, au niveau mondial, de dire, regardez, on a ce qu'ils ont appelé du coup Africa Museum, qui est un truc bien trendy et marketing. Et dans ce cadre-là, du coup, la Belgique se positionne auprès des autres pays européens en disant « Nous, l'Afrique, on connaît ». Et d'ailleurs, souvent, dans les réunions auprès des autres partenaires européens, la Belgique se présente comme étant l'experte dans tout ce qui est les questions géopolitiques et les questions culturelles concernant l'Afrique centrale. Il y a du coup cet enjeu-là, c'est de dire non, en fait, on ne va pas se servir de biens volés pour essayer de continuer à positionner la Belgique au niveau mondial dans ces mêmes vieilles traditions impérialistes. Cet enjeu du musée est un enjeu interne à la Belgique sur les questions de décolonisation, comme Mireille l'a très bien expliqué, mais c'est aussi un enjeu de positionnement de la Belgique au niveau mondial. Donc on doit questionner ces deux aspects en même temps, quoi. Désolé de parler comme Macron. Voilà. Oui, effectivement, tu parles de Macron parce qu'il y a 2 ans, il a déclaré que la France était prête à restituer aux pays africains qu'elle avait colonisé les œuvres d'art volées qui sont encore détenues en France. Suite à cela, il a commandité un rapport à Felwine Sarr et Bénédicte Savoy qui ont émis des recommandations allant dans le sens d'une restitution physique intégrale et sans condition. Et parmi les pays de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin a déjà effectué une demande officielle de restitution. Mais ici, un des arguments du côté des autorités belges est de dire que le Congo n'a jamais fait la demande. Julien Lalumba, on va vous demander que représentent pour vous ces œuvres d'art en tant que vous-même ou en tant qu'ancien ministre de la Culture de la RDC, et quelle est votre position envers la restitution? Excusez-moi, je suis un peu enrhumé et les suites du malaria. Répétez la question. Tu l'appelles donc, que représentent pour vous ces œuvres d'art
Et quelle est votre position sur la restitution? Les œuvres d'art, ou bien, c'est la richesse de notre pays, et notre passé est très important. Le passé des pays africains, c'est là-dessus qu'on va se baser pour bâtir notre présent et notre futur. Parce que nous ne pouvons pas avancer, parce que quand on parle des œuvres d'art, ce n'est pas seulement les objets en tant que tels, mais l'histoire de ces objets et qu'est-ce qu'ils représentent. Ça représente notre identité. C'est-à-dire, quand on parle souvent du Congo, quand on parle de l'Afrique, on commence à en parler à partir de la colonisation et à partir de la traite des esclaves. Et je pense que ce qui est important, qu'on doit transcender ces deux périodes, de la colonisation et de la traite des esclaves. Pour la simple raison que quand on s'appesantit que sur cette période-là, c'est pour infantiliser la plupart des peuples africains. Ça fait de nous des gens irresponsables. C'est-à-dire, ça fait de nous des pauvres petits noirs qui ont été colonisés par les méchants blancs et que nous sommes des irresponsables, effectivement. Cela ne veut pas dire que je nie la colonisation, elle a existé. On ne va pas dire qu'on va nier la traite des esclaves, elle a existé. On a été humiliés, on a été bafoués. Vous continuez toujours à chercher nos richesses. Mais l'Afrique, elle n'est pas née à Berlin. L'Afrique existe depuis toujours. Elle n'est pas née à Berlin. C'est à partir de Berlin qu'on veut faire de nous des peuples irresponsables. Parce qu'avant, il a existé ces empires, il a existé Tombouctou, il a existé Gao, il a existé notre écriture, qui est l'écriture de Méroé. Il a existé nos racines. Nos racines, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas reconnaître que nos racines viennent d'un passé pharaonique? Comme les racines européennes, on dit, elles viennent de la culture judéo-chrétienne. C'est-à-dire pour voir, parce que si on connaît notre histoire, et ça c'est très important, hein, c'est pour ça qu'on dit restitution quand on parle de notre passé, parce qu'on a un passé dont on peut être fier. On a un passé auquel on peut s'identifier. On a un passé auquel on devrait savoir qu'il a existé, il n'a pas existé avec ce découpage colonial, et voir quelles étaient les forces et les faiblesses de ce passé-là, et de faire une réelle unité des peuples africains et pas seulement des chefs d'État. Donc pour moi, c'est cela que ça représente quand on parle de la restitution de notre passé et de la restitution de nos œuvres d'art. Parce que cela ne s'arrête pas seulement à des aspects uniquement culturels, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, quand on parle par exemple des Maasai, aujourd'hui les Maasai c'est l'un des peuples qui est le plus connu dans le monde entier. Mais les Maasai, ils avaient créé une organisation, je vais dire pour ne pas dire de bêtises, Maasai Intellectual Property Initiative. Donc, ils se sont réunis en groupe pour faire connaître réellement les revendications des Maasai et de faire connaître la culture du Maasai. Et quand les gens ont commencé à en parler, ils se sont rendus compte que la culture Maasai et les Maasai n'est pas uniquement les images de clichés qu'on lisait un peu partout. Qu'est-ce qu'il en est résulté? D'abord, ils ont pu, par rapport à tout ce qu'on utilise des Maasai, c'est-à-dire que ce soit dans le luxe, que ce soit leur culture, que ce soit leur dessin, ils ont pu récupérer et se sont rendus compte que les 15 millions de Maasai aujourd'hui, quand on utilise leur art, quand on utilise leur folklore, ça leur revient et leur niveau de vie a augmenté. Et pas seulement leur niveau de vie, et on connaît mieux le Maasai aujourd'hui, ils se sont réappropriés leur culture, ils se sont réappropriés leur histoire. C'est-à-dire, c'est dans ce sens-là que pour moi, la restitution n'est pas seulement une histoire culturelle à laquelle on doit se battre ou ne pas se battre, on doit d'abord définir ce que nous voulons, faire un diagnostic de ce que nous voulons avec nos propres termes, et là on pourra avancer dans le bon sens. C'est ce que je pense. Ok, merci. Je propose qu'on laisse compléter Mireille de Banco. Non, c'était juste pour dire que souvent lorsqu'on parle de la question des restitutions, de la lutte pour la restitution, on cite Macron comme si c'était... Et en plus, c'est un homme blanc. On cite Macron comme si c'était le point de départ. Non, le point de départ est un homme noir, issu de l'esclavage français, qui s'appelle Louis Georgetin, et qui a commencé ce travail-là en 2013. Mais avant lui, avant même l'indépendance, le peuple congolais demandait déjà la restitution. Déjà en pleine colonisation. Après, plusieurs fois, les ambassades congolaises de Belgique ont demandé la restitution, c'est resté lettre morte. Ensuite, Kabila, peu importe ce que je pense de lui, avant qu'il parte,
il a parlé de ça aussi en disant qu'il fallait faire une demande officielle. Donc, on nous a dit qu'on était des imposteurs parce qu'on était nés en Belgique, qu'on n'était pas des vrais Africains, etc. Qu'avec nous, ils avaient toujours des problèmes, comme avec les évolués, et qu'en réalité, ce sont les vrais Africains qui viennent d'Afrique qui doivent demander. Eh bien, les vrais Africains demandent aussi. Merci. Merci de nous préciser ça. Mais si on parle de restitution, on pourrait aussi parler de réparation, notamment avec le spécialiste Robin du CRTM, parce que vous travaillez depuis des années sur les enjeux des dettes illégitimes et leurs impacts dans l'approvisionnement des pays du Sud. Je vais vous demander de donner une brève histoire sur votre travail et quelles sont les actions à mener concernant les dettes illégitimes. Bonjour tout le monde, et tout d'abord un grand merci à Intal pour l'invitation. Plaisir. Bon, j'avais prévu de parler des éléments chronologiques de l'endettement colonial, de la table ronde économique et du contentieux, des dettes coloniales et des dettes odieuses, des revendications pour les réparations qui ont lieu actuellement, mais aussi celles qui ont eu lieu dans le passé. Mais je vais plutôt réagir à ce que mes voisines de gauche ont dit précédemment, et tout d'abord aussi remercier BAMCO qui a mené une campagne pour les restitutions qui était vraiment très forte l'année passée. Et comme l'a dit Mireille, souvent les médias disent « Ah, Macron, comme si Macron s'était levé un beau matin et s'est dit « Ah, bah, je vais faire des restitutions », alors que c'est d'abord suite à la campagne qui a été menée par le CRAN, collectif représentatif des associations noires de France, qui avait aussi le CRAN, le lien avec le CRAN, c'est qu'ils avaient fait une campagne pour les réparations par rapport à la dette d'Haïti. J'imagine beaucoup de gens ici ont entendu parler de la dette et des réparations par rapport à Haïti. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Toussaint l'ouverture, l'indépendance qui a été menée par une révolution, une rébellion de Noirs. Quand Haïti a pris son indépendance, a vaincu le colonisateur français, les colons français ont fait du chantage en disant « Si vous ne nous payez pas 25 milliards de francs or, de francs de l'époque, on va vous réenvahir avec une flotte de 14 bateaux. » Et donc Haïti a commencé son indépendance, a commencé son nouvel État avec un boulet de dette qui a traîné pendant des années et des années. Bon, ben, j'avais dit que j'allais pas faire justement cet élément chronologique de dette coloniale, mais c'est juste un exemple. Haïti, donc c'était en 1825, a dû rembourser des dettes qui n'étaient pas les dettes des Haïtiens. Et ensuite, avec une domination française, une domination états-unienne, canadienne, etc. Et maintenant, des dizaines de fois, il y a eu des demandes de réparation des Haïtiens. Actuellement, on a des contacts, donc le CRTM et le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, avec un réseau international avec des groupes en Amérique du Sud, en Amérique latine, Amérique centrale, donc aussi Haïti, mais aussi en Afrique, en Asie et en Europe. Et on a un contact en Haïti qui nous disait il y a 2 semaines à l'université d'été du CRTM qui vont relancer une campagne pour les réparations aussi par rapport au choléra qui a été amené par des soldats de l'ONU sans aucun contrôle, sans aucune suite, mais avec des dégâts énormes sur Haïti, sur la population haïtienne, mais aussi des dégâts écologiques, etc. Donc ils vont relancer la campagne par rapport au choléra, mais aussi par rapport à l'occupation états-unienne et par rapport à la dette qui a été imposée par la France. Bon, mon détour historique est peut-être un peu long, mais donc je reviendrai sur ce que Mireille a dit. Grâce à la campagne restitution, le musée, on s'en fout, on va dire, du musée, mais c'est grâce à cette campagne restitution qu'on montre bien l'importance d'utiliser le droit, donc les questions de recel et blanchiment, mais aussi donc de se mobiliser, mobiliser la société civile, mobiliser les groupes. Je pense que c'est très important de continuer un travail de documentation, de publication, d'activité, de mobilisation sur les questions d'aide coloniale et réparation, avec tout groupe de gauche, tout groupe qui est soucieux de la justice, de la dignité, tout simplement, parce qu'il y a eu des violations qui ont été commises qui sont innommables, qui sont énormes, et qui n'ont pas été réparés. Il y a eu parler de restitution, c'est aussi, Mireille l'a dit, c'est aussi ne pas se faire avoir par les discours du pouvoir. Il y a eu sur les dettes des pseudo-annulations de dettes, il y a eu aussi la grande annonce sur l'initiative PPTE. PPTE, c'est Petits Pays Pauvres Très Endettés.
très endettés comment? Il faut voir comment ces pays ont été endettés par les créanciers du Nord, par la Belgique, par le FMI, par la Banque mondiale, par le Club de Paris. Qui connaît le Club de Paris? Le Club de Paris, c'est un club informel des 19 pays, des 19 plus gros pays créanciers. Et tout se décide au Club de Paris de la même manière qu'au FMI. Donc je pense que c'est important de montrer quelles sont ces dettes coloniales. Il y a eu aussi une suite au livre de Ludo de Witt, l'assassinat de Lumumba. Il y a eu une commission d'enquête. Je pense, sauf si quelqu'un ici a des informations, je pense que rien n'a été fait. Ils ont parlé d'une fondation Lumumba à hauteur de 3 700 000 euros. Depuis, rien n'a été fait. Je pense qu'il faut... Il ne faut pas attendre du pouvoir politique, même de gauche, qu'ils fassent des choses. Il faut les pousser un maximum et donc continuer le combat pour les dettes, pour l'annulation des dettes coloniales, des dettes odieuses. Les dettes odieuses, c'est un contexte... Il y a une doctrine en droit international qui interdit les dettes odieuses. Ces dettes qui ont été contractées par des régimes dictatoriaux et corrompus, avec connaissance de cause par les créanciers de comment les prêts étaient faits. Et ça, c'est contraire au droit international, tout comme les dettes coloniales. Il y a le traité de Versailles qui interdit ça, le traité de Vienne. De nombreux textes de droit internationaux interdisent ces dettes coloniales. Et il faut se mobiliser pour que, pas se dire bah, c'est du passé, ça n'a plus rien à voir avec la situation actuelle. Ça tombe bien. Parce que j'avais fini par vous conclure. Je pourrais continuer longtemps, mais... Avant que vous ayez encore un petit mot à rajouter, mais... Un exemple quand même, en un seul mot, c'est l'Équateur. Donc en 2008, il y a eu un audit de la dette de l'Équateur. Et pour illustrer ce que je disais avant, on dit des fois, oui, c'est grâce à Correa, le président Correa, qui était de gauche, qui était radical, etc. Mais non, c'est parce que depuis plus de 10 ans, il y avait la société civile qui se mobilisait. Il y avait une population qui vivait sous les coupes d'austérité, qu'on appelait plutôt politique d'ajustement structurel. Et l'Équateur, il y a eu, donc grâce au gouvernement quand même, qui a proposé une commission d'audit avec des experts internationaux et des experts équatoriens. Suite aux 6 mois, 9 mois de travaux, ils ont abouti à l'annulation de l'équivalent des 3/4 de la dette coloniale, de la dette odieuse, de la dette historique, mais aussi dette écologique, qui ont été imposées à l'Équateur. Oui, ok, ça va. Merci en tout cas. Maintenant, nous allons passer à... J'aurais une question posée à Dadi de Change SBL à propos donc, de l'enseignement. Cette semaine, ou la semaine passée, je ne sais plus, on a vu que Caroline Désir, donc la nouvelle ministre PS de l'enseignement dans la communauté française, avait proposé que l'on voit, qu'on élargisse plus le sujet de la décolonisation, de la colonisation, de l'histoire coloniale dans les écoles, parce que, je ne sais pas vous, mais en tout cas de mon côté, c'était très peu abordé en secondaire, principalement en réto. Donc Caroline Désir proposait de pouvoir plus élargir le sujet. C'est une demande qui avait été déposée notamment par le PTB et aussi Écolo. Donc ça a l'air d'aller plutôt dans le bon sens. Donc je voulais savoir un peu quel était votre avis et qu'est-ce qui est encore à mener, est-ce que ça a l'air concret? Oui, ce sont des bonnes propositions parce que l'éducation c'est fondamental. Ça va passer par les enfants, ça va passer par les manuels scolaires, ça va passer par nous autres à la maison, ça passera par des initiatives populaires. Mais c'est important que l'école, qui représente quand même l'État, puisse prendre le relais. Ça, ce serait le discours officiel. Mais je vais toujours revenir au positionnement de base. C'est que nous tous, nous sommes concernés par rapport à notre décolonisation mentale. Tout le monde est concerné. Nous vivons avec le racisme de manière journalière, que ce soit dans notre tête, dans l'espace public et même dans l'espace où on passe le plus de temps, notre espace mental, notre petite voix intérieure. On s'écoute penser et parfois on ne s'écoute pas parler. Mais on s'écoute penser. Et donc, si nous, on ne prend pas déjà conscience de nos réflexes appris, si on ne prend pas conscience de tout ce qu'on porte en nous de manière latente, on ne pourra pas voir que, comme une fois, j'étais chez une tante à Charleroi, son fils collectionnait les images des joueurs de Diable Rouge. Alors,
personne n'avait vu que pour les joueurs africains, on ne parlait que de leur capacité physique. Lukaku qui était grand, il est vif, mais il était un peu lent. Et il avait des difficultés à lire le jeu. Mais c'était supposé être un petit livret à la gloire des Diables Rouges. Donc pour tous les autres joueurs non noirs, il n'y avait que des qualités sur ce qu'il faisait de bien. Mais quand c'est l'Africain Lukaku, on met sa stature en avant, on met sa puissance en avant, mais on met sa lenteur et son incapacité à lire le jeu. Mais ça renvoie à un vieux cliché colonial où on est bon pour le physique, mais mentalement on n'est pas bon. Mais quand je suis en famille avec des Africains, que personne ne voit ça, ça veut dire que nous-mêmes, en premier lieu, nous devons aussi nous désaliéner, nous décoloniser. Donc on aura beau nous mettre cet enseignement qui est bien, nous devons faire cet effort-là de voir qu'est-ce que nous avons reçu dans notre imaginaire, qu'est-ce que nous avons, et les autres aussi. Mais j'ai aussi une autre question, enfin une petite sous-question, parce que je sais que à Jinja SBL, vous faites en quelque sorte une école, vous prenez donc des jeunes, vous leur enseignez l'histoire de l'Afrique, vous leur enseignez même, je pense, des langues africaines, si c'est son nom. En quoi est-ce que l'enseignement pourrait s'inspirer de votre méthode vous faites Alors modestement, ce que nous on fait, c'est qu'on essaye d'apprendre par le jeu. On essaye que les enfants apprennent de manière ludique, en jouant, passer des messages, que ce soit à travers la musique, le mouvement, la danse et d'autres activités. Récemment, avec la commune de Saint-Josse, nous avons eu à faire un événement, donc c'était un jeu populaire qui s'appelle Yekola. Yekola en lingala qui veut dire apprendre. Mais ce qui est intéressant, comme on disait que le langage peut être source de domination, quand on connaît sa langue, on connaît ses racines et on peut rentrer en profondeur parce que les racines c'est en profondeur. Kola, c'est grandir. Donc dans l'esprit de nos ancêtres, apprendre veut dire grandir. Grandir c'est apprendre, c'est lié, c'est les mêmes racines. Et donc les enfants sont là bien entendu pour Kola, pour apprendre, mais ça va leur permettre de grandir, pas seulement physiquement mais de croître. C'est en apprenant qu'ils vont grandir et pas avoir un esprit vieux qui n'apprend pas. Donc on peut avoir 10 ans mais son esprit est vieux parce qu'on a cessé d'apprendre. Et donc c'est comme ça qu'on associe ces dimensions-là. Et avec ça, les enfants essaient de deviner des mots. Mais à chaque fois quand ils trouvent un mot, ils voient que c'est en lien avec un concept qui peut les aider à comprendre l'arbre à palabres ou autre chose. C'est avec des petites initiatives. Dans la vie de tous les jours, chacun porte cette responsabilité. Personne n'y échappe. Nous tous, nous avons des préjugés, nous avons des réflexes appris, nous avons un imaginaire dans notre tête. On sait comment le noir est, on sait comment le blanc est, on sait comment l'arabe est. Il y a cette construction mentale. Et avec l'éducation, avec le vivre ensemble, avec la recherche, on peut commencer à questionner ce qu'on a reçu et ne pas tout le temps objectiver les images du vieil album du grand-père où on voit des choses et se dire non, ça ne correspond plus. Les gens de Change, ils peuvent être de rappeurs et des intellectuels. Ils peuvent ne pas jouer au football, mais aimer beaucoup Johnny Hallyday. Il faudrait qu'on sache que notre cerveau humain réfléchit en images, mais que c'est à nous de ne pas nous enfermer dans ces images-là et sortir les gens des tiroirs. On ne sortira pas l'Africain de son tiroir si on continue à le fantasmer, on continue à le voir de loin, à l'imaginer. Vivons ensemble, partageons, apprenons et ensemble on va grandir. On va y être là, tous ensemble. Merci Dadi, merci. Merci beaucoup. On va toujours rester dans la tendance éducation et ainsi de suite parce que nous savons que l'éducation elle est très importante pour la construction de la souveraineté et du nationalisme. Donc je m'en vais poser la question à Madame Lelomba.
Et ma question est que quelle est la place qui occupe le passé colonial dans le programme scolaire au Congo, et quel rôle devrait jouer au fait qu'on appelle ça l'histoire du Congo dans la construction du nationalisme congolais en fait? À ma connaissance, il n'y a pas une grande place qu'on met pour la colonisation dans les manuels scolaires, en tout cas en RDC. On n'en parle pratiquement pas une ou deux lignes. Donc ce qui veut dire que les Congolais ne connaissent pas leur histoire. Ils ne connaissent pas du tout leur histoire. Et l'histoire, comme je l'ai dit, est la base sur laquelle on construit son pays, on construit son identité et on construit pour aller plus loin et pour bâtir son futur. Donc ça c'est très important et c'est le combat non seulement de certains professeurs parce qu'on en parle de plus en plus, mais tout combat qu'on peut mener au Congo, tant que la société civile n'est pas là pour l'amplifier, pour aller plus loin, ça ne va pas changer. Parce que quand on ne connaît pas son histoire, comme on dit, on répète les mêmes erreurs. Mais comment voulez-vous qu'on construise une identité qui soit positive quand on ne connaît pas d'où on vient? Hein? Comme un proverbe africain, si tu ne sais pas où tu vas, n'oublie pas d'où tu viens, tu vois, pour que tu puisses avancer. Et malheureusement chez nous, non seulement on ne connaît pas son histoire ancienne de la colonisation, mais on ne connaît pas son histoire moderne. Les livres scolaires du Congo, malheureusement, c'est-à-dire, ils n'arrivent pas à construire l'identité des gens, mais plutôt à déconstruire. Mais ça, c'est d'un côté, je vais vous dire, c'est-à-dire, si vous demandez à 30 jeunes qui est Patrice Lumumba, ils vont dire... oui, ils savent qu'il était parmi ceux qui ont mené l'indépendance, point. Oui, et le 17 janvier, il y a congé. Hein, c'est le jour de son assassinat, c'est déjà pas mal. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a de plus en plus de jeunes. Hein, parce que la jeunesse, chez nous, je crois que c'est très important parce qu'on oublie que c'est 60% de notre population qui est jeune, qui veut aller de l'avant. Mais quand je vois aujourd'hui les jeunes, que ce soit de Luchak et d'autres mouvements de société civile, qui font des actions pour faire connaître non seulement ce qu'ils veulent, hein, ce qu'ils refusent de voir, c'est-à-dire la corruption, ainsi de suite et tout, et qui diffuse aussi des films sur l'histoire et tout. Donc c'est un mouvement qui va vers de l'avant. C'est-à-dire, pour revenir à votre question, est-ce que c'est important? Évidemment c'est important et j'espère que ce mouvement va s'amplifier et qu'on pourra enfin changer les manuels scolaires au Congo. Et avec le nouveau régime, en fait, vous pensez qu'il y a moyen en fait, de changer le manuel scolaire et ainsi de suite? Je ne sais pas, en tout cas on n'en parle pas pour le moment, mais c'est un débat qui est réel. Au niveau du Congo, que ce soit les professeurs, que ce soit, et on entend de plus en plus ce débat, que ce soit à la radio, à la télévision, dans la société civile. Donc c'est un mouvement qui va de l'avant et on espère que cela aboutira à des changements réels dans nos manuels scolaires. Merci Madame Lumumba. Voilà, on va remercier les intervenants du premier panel. On va prendre une pause 5 minutes.